Je veux juste rapidement, c'est une présentation, comme je disais, qu'on fait au niveau provincial. Quand on avait l'opportunité avec Cial de venir vous parler un peu de ce qui se passe à l'école, je voulais quand même en profiter. Puis je pense que ça termine bien. Ça met un peu en contexte beaucoup de ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Puis pour ceux qui ne sont pas au courant déjà, vous exposer un peu à l'école. On parle souvent de l'école Ben Sadoun. Ben Sadoun, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est qui M. Ben Sadoun, mais vous connaissez pas mal tous ce monsieur par son prénom qui est Aldo. Donc, on aime toujours reconnaître Aldo dans nos présentations parce que c'est grâce à lui, puis c'est le don qu'il a fait à l'Université McGill, qui a mis en vie cette école de gestion-là, qui est quand même une école qui a une vision assez ambitieuse. Quand M. Ben Sadoun qui a fait le don, il a amené aussi des partenaires avec lui pour supporter l'école. On est la seule, en fait, au monde qui est une école 100% dédiée à la gestion et au futur du commerce de détail. Et en étant le seul, bien évidemment, on veut être le meilleur. Il y a beaucoup d'autres universités qui offrent des programmes en gestion de commerce de détail, mais nous, on est la seule qui est vraiment 100% dévouée à ça. Ce qui nous rend aussi unique, puisque j'ai beaucoup, moi, depuis que je suis impliqué en 2017 puis que je supporte l'école, j'ai toujours beaucoup aimé puis reconnu le fait que c'est une école interdisciplinaire. Ça peut sembler un peu basique, mais c'est important de plus en plus de nos jours d'avoir des réflexions qui ne sont pas que basées sur un aspect de l'éducation, c'est-à-dire on ne veut pas être juste en commerce, on ne veut pas juste être du côté financier ou marketing. Il faut aussi que nos élèves soient au courant des nouvelles éducations en développement durable. Donc, on travaille avec notre école d'ingénierie. Évidemment, tout ce qui est la science informatique, on a une école d'ingénierie en sciences informatiques qui est très impliquée avec nos travaux aussi. On a même, vous allez voir un exemple tantôt avec notre école de médecine qui s'intéresse beaucoup à l'offre alimentaire et puis l'impact que ça a sur la santé des gens. Donc, c'est toutes des choses qui sont vraiment très interdisciplinaires, puis on est la première école à avoir à l'intérieur de McGill qui raccorde toutes ces connaissances-là. On offre aussi des programmes à tous les niveaux. Donc, on pense université, tout de suite, on pense probablement aux étudiants au baccalauréat, peut-être à la limite des étudiants à la maîtrise. On est la seule maîtrise vraiment dévouée 100% au commerce de détail dans le monde. On a la maîtrise que nos étudiants, que j'enseigne dans le moment en cours intensif d'été, eux autres, ils sortent avec une maîtrise en gestion de commerce de détail, pas un MSC, pas un MBA, une maîtrise vraiment à 100% dévouée à ça, en touchant tous les éléments que je viens de dire qui sont interdisciplinaires. Et évidemment, on a un volet aussi de doctorat, on a un volet éducation exécutive. Donc, si jamais vous voulez retourner sur les bancs d'école pour quelques jours par année, on a des programmes qui vont vous donner les dernières connaissances en tendance de marketing, en gestion de data, en chaîne d'approvisionnement. C'est toutes des choses. On a des sommités mondiales qui enseignent à notre université dans ces domaines-là, puis vous avez la chance, en tant qu'exécutif, de venir passer 3 jours. Le prochain, c'est du 5 au 7 juin. Je pense qu'il reste encore 3-4 places, si ça peut vous intéresser, pour être entouré et immersé dans ce monde-là. Et on a aussi tout le volet de soutenir les entreprises, dont, dans le cas de Joseph, avec Mamie Clafoutis, que l'école a participé à la réflexion par rapport à l'adoption des nouvelles technologies. Donc, ça, c'est tous des genres de projets qu'on fait beaucoup aussi, ou qu'on fait en mode accompagnement. Puis que ce soit petite, moyenne, grande entreprise, on est là pour soutenir leur futur aussi. Donc, c'est quelque chose. Et pourquoi on peut participer aussi à Cial, puis c'est que le ministère de l'Économie, Innovation et Énergie est un grand partenaire à nous dans cet exercice-là de venir soutenir les entreprises québécoises dans leur développement, tant technologique que stratégique et durable. Donc, beaucoup de monde, quand ils pensent qu'on parle d'un laboratoire d'innovation, ils s'imaginent un peu des caricatures comme celle-ci. Oui, on s'intéresse beaucoup au futur du commerce de détail et comment la technologie va en jouer un point, mais on n'est pas nécessairement là pour aller chercher des technologies qu'on sait qui ne sont pas nécessairement réplicables ou qui sont, en tout cas, plus ou moins intéressants pour la moyenne des clients. Mais on est quand même intéressé à aller explorer
des technologies avec un partenaire qui est Couche-Tard, un magnifique partenaire pour nous depuis 2020 qu'on explore avec. Évidemment, il y a eu un petit peu de retard sur le lancement du projet dû à la pandémie, mais on a fait le premier magasin qu'on disait sans friction, qu'on a rebaptisé paiement sans contact, mais qu'on disait sans friction. On était le premier magasin au Canada qui faisait un peu l'expérience Amazon Go. Je vais vous montrer une vidéo dans 2 secondes. Vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, mais ce n'était pas tout le magasin. Puis ce que j'adore de notre projet au laboratoire, c'est que je crois qu'on est le projet au monde qui est le plus longitudinal à faire des itérations et comprendre l'évolution de la technologie et l'impact sur le parcours client, le bon côté et le moins bon côté, surtout le côté commercial. Donc, on a le premier, vraiment, pas juste le premier magasin sans contact, mais le premier environnement vraiment AB, pour ceux qui connaissent un peu les techniques de mesure AB, c'est-à-dire qu'on donne le choix au client de faire un ou l'autre. On n'impose pas une technologie ou un autre, ou un parcours client ou un autre. Donc, on peut permettre au client de vraiment décider qu'est-ce qu'il préfère. Et donc, on appelle un laboratoire, mais il faut comprendre que c'est vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore été, c'est un vrai dépanneur. C'est un dépanneur Couche-Tard qui est sur la rue Sherbrooke, au coin de McTavish. On est en plein centre-ville. On est devant des tours à bureaux. Il y a des condos autour de nous autres. Évidemment, beaucoup d'étudiants. C'est la clientèle principale, mais c'est accessible à tout le monde. On ne limite pas l'accès à cet espace-là. Donc, ça donne vraiment des tests très, très intéressants et pertinents par rapport à ce qui en ressort. Donc, cette première expérience-là, je vais vous montrer une vidéo, on va voir si ça fonctionne. Bienvenue au laboratoire d'innovation en commerce au détail de l'école Ben Sadoun de commerce au détail de l'Université McGill. L'Université McGill a formé un partenariat unique avec Couche-Tard, un détaillant mondial, afin de développer et de tester des innovations technologiques dans un magasin laboratoire équipé des technologies les plus modernes. En tant que chercheur universitaire, notre but est d'étudier l'interaction entre les personnes et la technologie afin de développer des méthodes qui profiteront aux consommateurs, aux détaillants et à la société. Et cela est de plus en plus important dans notre nouvelle réalité liée à la COVID-19. The new Couche-Tard store on the McGill campus is an exceptional showcase of new technologies and artificial intelligence. The Couche-Tard Connect section inside the store offers an entirely frictionless experience. Using the Couche-Tard app, customers can just unlock the doors, walk into the section, pick up items, and simply leave. Through computer vision technology, the items picked up are detected and customers automatically charged in the app when they walk out the doors. The cameras also help us to automatically update the inventory in real time. Data privacy is at the core of our priorities. To understand consumer behavior in a non-intrusive way and to comply with privacy regulations, we are working closely with our partners and vendors who have extensive experience in these domains. Our research will use anonymized and aggregated data and will meet all requirements imposed by the McGill Research Ethics Board. Chez Couche-Tard, nous redonnons du temps à nos clients et grâce aux technologies sans friction de ce magasin, nous aidons vraiment à accélérer le parcours des gens les plus occupés. D'autres clients pourraient apprécier une expérience qui va au-delà des articles à scanner, tout en sachant que les membres de notre équipe en magasin sont là pour les aider en cas de besoin. Ça profite également à nos gens, en offrant des possibilités d'emploi dans une variété de rôles au sein de nos magasins et également dans nos bureaux, dans des secteurs de premier plan pour l'entreprise, comme les nouvelles technologies et l'intelligence de données. Dans cette constante évolution technologique, Couche-Tard et McGill s'assurent que nous grandissions ensemble tout au long du parcours. Donc là, vous avez vu la première version où on avait vraiment un espace que ça prenait une application, contrairement à ce que l'expérience que Liv et Mamie Clafoutis vont développer. C'est vraiment, il faut télécharger une application, il faut rentrer dans un espace dédié. Donc, on a le tiers de l'espace qui était vraiment que accessible si vous aviez l'application. L'autre 2 tiers du magasin était standard. On pouvait y accéder comme un dépanneur traditionnel. Combien d'entre vous pensent que ça a été un succès en termes de commercial, cette première phase-là? On était en pleine pandémie, le contact humain était un peu... les gens étaient un peu réfractaires. L'idée d'avoir un to-go, mais vraiment optimisé, très technologique, avec des étudiants qui sont quand même friands de technologie. Combien d'entre vous pensent que ça a été un gros succès au niveau commercial, cette expérience-là?
pas de main. Bon, vous avez bien lu, vous avez bien fait vos devoirs. En effet, ça n'a pas été un succès. Malheureusement, peut-être l'approche, la technologie était trop intimidante. Les étudiants ne se sentaient pas nécessairement à l'aise d'utiliser cette application-là, qui était quand même ironique, considérant que on a une clientèle qui est quand même répétitive. Donc, la barrière de mettre l'application n'aura pas dû être un si gros frein que ça, parce que si c'est les mêmes étudiants qui reviennent jour après jour, on le fait une fois, puis après ça, on avait accès. Par contre, on avait aussi appris que la mise en place, le marchandisage, le fait que l'item le plus populaire qu'on peut deviner d'un espace, d'un dépanneur sur un campus universitaire, c'est le café. Et dans cet espace-là, le café, on ne le voyait pas très bien. Donc, il y avait beaucoup de leçons qu'on avait quand même retirées. Mais à la base, ce qu'on s'est vraiment rendu compte, c'est qu'on voulait avoir quelque chose qui allait être plus ouvert, qui serait capable de donner plus accès aux clients sans être obligé de nécessairement passer par l'application. Par contre, pendant ce temps-là, puis ça, je vais y revenir parce que c'est quand même la partie la plus importante de ce qu'on a retenu à date, on avait une petite machine particulière qui s'est présentée, qui est arrivée dans notre laboratoire, qui était en fait une réplique, si on veut, à petite échelle, mais sans l'utilisation de l'application, pour être capable de scanner les produits, mais pas sans code-barre, sans radiofréquence, vraiment juste par vision informatique. Donc, ce qu'on faisait à grande échelle dans l'espace où ça prenait l'application pour entrer, cette petite machine-là arrivait à le faire à beaucoup plus petite échelle. C'était comme un à côté à ce moment-là. C'était une technologie qu'on ne pensait pas avait beaucoup d'opportunités. En tout cas, quand je dis « on », c'est un peu de même qu'on nous l'avait présenté via l'équipe de Couche-Tard, mais qu'on va voir bientôt a vraiment été une belle surprise. La phase 2, comme je disais, on voulait ouvrir l'espace. Donc, je ne sais pas est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont vu cette phase, qui sont venus au dépanneur, qui ont vu... Donc, Martin, oui, c'est Vincent aussi. Ben oui, donc ça, c'était la deuxième phase. Donc là, Couche-Tard avait déjà commencé aux États-Unis à évaluer une deuxième technologie qui était plus ouverte. Quand je dis plus ouverte, ça veut dire qu'il n'y a plus de porte. On ne nous force pas à faire un choix ou l'autre au moment de l'entrée. En fait, le choix vient à la fin du parcours client. Donc, quand on rentre dans l'espace, on se promène, on nous donne un numéro, mais on ne sait pas on est qui. On se fait juste nous suivre comme un numéro client 1, 2, 3. On se prend dans le magasin, on ramassait des produits, un peu comme vous avez vu dans la vidéo, sauf que là toutes les caméras sont au plafond. Il n'y a plus de caméras au niveau des tablettes. Et rendu à la fin, on peut décider, est-ce que je vais faire la file à la caisse, que la caisse est toujours là comme dans la phase 1, elle est ici au fond à droite, vous voyez des étudiants qui sont devant, ou je me présente à la borne, toujours avec l'application, donc il faut que je télécharge l'application, il faut que je mette l'information, ma carte de crédit, et ça. Et là, client 1, 2, 3 devient Carl Boutet avec ma carte de crédit qui est déjà dans le système, et on me charge ce que le système a observé que j'ai pris pendant que j'étais dans le magasin. Donc ça, déjà, on a vu qu'il y avait moins de barrières. Encore une fois, on a des étudiants qui reviennent de façon plus récurrente. En plus, quand on l'a instigé, là, on n'était plus vraiment dans le cœur de la pandémie comme on l'était au début. Puis on pouvait commencer à faire de l'animation. Puis Couche-Tard avait investi aussi pour mettre des gens pour faire des démonstrations puis montrer comment facile c'était à utiliser. Et on a vu que ce projet-là a eu beaucoup plus de succès. On a vu que les gens étaient beaucoup plus intéressés à l'utiliser. Surtout à ce moment-là où on avait les gens pour les accompagner. On avait même créé des interactions un peu ludiques pour, disons, vous pouvez gagner, on tournait une roue, on pouvait gagner des prix si on utilisait l'application. Donc ça, on a vu une belle augmentation et puis que les clients se sentaient plus à l'aise avec cette technologie-là versus la première. Mais l'enjeu encore, c'est le modèle d'affaires, c'est-à-dire le coût, le bénéfice-coût d'une technologie comme ça est encore difficile à justifier parce qu'il y a beaucoup de quincailleries, de sensors que ça prend, donc beaucoup de caméras qui sont encore dans l'espace. Si jamais vous voulez venir voir comment que ça pouvait en prendre pour être capable de suivre tous les mouvements d'un magasin, c'était quand même assez énorme. Mais ce qui est encore plus important que ça, puis j'en faisais référence tantôt avec Robert, c'est beau les coûts d'installation des équipements, c'est quand même un gros investissement, mais c'est les coûts récurrents d'utiliser ces équipements-là, surtout l'analyse de données qui est très, très chère. Donc, finalement, pour des raisons, Couche-Tard a décidé qu'il se retirait de ce projet-là, de façon quand même assez itérative et rapide, il faut le dire.
tout ça en dedans là, de ces deux phases-là, ça s'est fait en moins de 3 ans, 2 ans et demi en fait. Et puis, c'est ce qui est quand même très rapide pour les tests, mais ça démontre un peu l'agilité d'un commerçant, même d'une taille comme Couche-Tard. Donc, j'en viens à celle-ci. Donc, je vous avais dit, on avait une petite machine qui était un peu mise de côté, qu'on avait eu comme un peu une transition entre les deux grandes phases auxquelles on s'attendait à avoir beaucoup plus de succès par rapport à l'utilisation de la technologie. Puis, il y avait cette petite machine-là, que je vais vous montrer en 2 secondes comment elle fonctionne. Très intuitive, qui fonctionne sans application, avec un terminal de paiement comme on les reconnaît aujourd'hui. Donc ça, c'est pas chez nous. Ça ressemble pas mal à notre système, mais c'est évidemment, c'est écrit en anglais, puis on voit qu'il y a de l'alcool en arrière, ce qu'on n'a pas dans notre dépanneur. On n'a pas d'alcool, pas de tabac, parce qu'on est sur un campus universitaire. Mais on a 2 machines comme ça maintenant qui sont déployées, puis l'expérience ressemble un peu à celle-ci. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, c'est un magasin normal. Comme vous avez vu dans les 2 autres exemples, on rentre, on prend les produits. On n'a pas besoin de s'identifier. Là, il n'y a pas rien qui nous suit, par contre. Il n'y a pas de caméra au plafond qui mesure, qui calcule qu'est-ce qu'on est en train de prendre. On fait juste mettre les produits en dessous de cet élément-là et rapidement, on est capable d'avoir un solde et en quelques secondes, on tape, comme on fait d'habitude souvent, où on insère notre carte s'il faut, on fait le paiement et on sort. Donc, la compagnie qui fait ça s'appelle Mass Gin. Comme je vous dis, il y avait juste... On a commencé avec cette petite unité-là qui était au bout sur le bord d'un comptoir tout bonnement, qu'on n'y pensait pas trop. Et puis, petit à petit, Couche-Tard s'est rendu compte que l'adoption de cette technologie-là était beaucoup plus forte. Au dernier trimestre de 2023, le président de Couche-Tard, sur un appel pour reporter les résultats du trimestre, avait parlé que 40 des clients utilisaient ces bornes-là, qui étaient énormes comme taux d'adoption pour une nouvelle technologie, parce qu'elle était si simple à utiliser. Puis moi, je peux vous dire que dans notre dépanneur au laboratoire, où on a mis les 2 à la 15 principale, c'est probablement 2 fois ça. On prend autour de 80 des clients qui utilisent ces bornes-là. Donc, Couche-Tard a décidé, je pense qu'ils sont commis à en acheter presque 5 ou 6 000 de ces bornes-là pour les installer dans leurs dépanneurs au Canada puis aux États-Unis pour commencer. Mais c'est vraiment un bel exemple d'une itération rapide, mesurée, calculée, évidemment, avec les coûts-bénéfices qui en suivent. Si ça vous intéresse de plus comprendre ça, là, dans le livret blanc, on n'est pas encore rendu beaucoup à parler du Mass Gin. On est encore plus dans la phase 2. Mais si vous allez sur notre site Web, vous allez trouver un livret blanc où on a plusieurs de nos recherches, dont celle-là, qui sont partagées. Les autres genres de recherches que vous allez voir, c'est des recherches d'optimisation de placement de produits. Le premier d'encourager comment on fait pour promouvoir des habitudes de consommation plus saines. Je vais vous partager en 2 secondes pour terminer. Prédiction de demande. Vous avez entendu Maxime Cohen dans l'entrevue. C'est notre chercheur clé dans ce domaine-là. De prédiction de demande, c'est une sommité mondiale au niveau de... Il travaille avec beaucoup de détaillants dans ce domaine-là. Recherche visuelle, évidemment, c'est toute la vision informatique. On fait beaucoup de recherches là-dessus, l'optimisation de l'agencement en magasin. On a fait il y a une belle recherche sur comment on sait qu'au niveau des yeux, c'est la place optimale pour le taux de conversion. Mais une fois qu'on a réglé cela, c'est où les autres emplacements qu'on peut avoir les meilleurs taux de conversion. Et jumelage numérique, qui est quelque chose quand même un peu plus évolué. Souvent, on pense à ça dans le contexte du métavers. Mais si on recrée des versions virtuelles de ces magasins-là, est-ce qu'on peut les utiliser juste pour optimiser sans être obligé de défaire nos opérations au quotidien? Comment on peut utiliser ces espaces de façon virtuelle pour, disons, refaire des aménagements, de voir un peu à qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme parcours client. L'exemple qu'on avait de la recherche encore avec le professeur Cohen et ses collègues, c'était par rapport justement à comment on peut inciter les consommateurs à faire des achats alimentaires plus sains. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'ils se sont rendus compte que oui, si on fait les bons jumelages de promotion, on arrive à inciter les gens, puis surtout dans notre cas, disons, si on est des étudiants, donc est-ce qu'on veut les amener à prendre la pomme au lieu de la barre de chocolat, prendre un jus plus naturel qu'une canette de liqueur, par exemple.
qu'est-ce qu'on peut faire pour amener ces... Puis ça, c'est une étude que notre école de médecine était intéressée aussi. Comment on peut amener ça? Est-ce qu'une fois qu'on fait ces promotions-là puis ces jumelages-là, puis qu'on rend ça plus facile aux consommateurs de manger de façon plus saine, est-ce qu'une fois qu'on retire ces incitatifs-là, est-ce que ces comportements-là perdurent? La recherche a montré malheureusement que non. Et le contraire était vrai aussi. Si on faisait du jumelage pour des produits moins sains, est-ce que ces comportements-là suivaient une fois qu'on retirait ces promotions-là? Eux autres aussi, on les voyait moins. Donc, c'est le genre de vulgarisation de recherche qui est beaucoup plus approfondie. Si ça vous intéresse d'être plus approfondi dans ces recherches-là, le livre blanc vous donne les liens aux recherches avec des formules longues de même que vous allez être capable de voir vraiment de façon très détaillée comment on est arrivé à ces conclusions-là. Donc, ça termine les 3 sessions à moi ici. On a parlé beaucoup de choses, on a partagé beaucoup d'informations. Robert, tu as la main levée, donc tu as peut-être quelque chose que tu veux amener. Mais moi, je suis facile à rejoindre sur LinkedIn. Vous avez mon courriel à McGill. Donc, si jamais vous voulez comprendre plus de ça, puis je vous invite aussi d'aller sur le site de l'école Ben Sadoun pour aller chercher aussi toutes ces informations-là. Oui, Robert. Dans certains commerces de détail, on trouve de plus en plus des puces RFID ou des NFC. Oui. Pour justement passer à la caisse. Est-ce que c'est des choses qui sont examinées tranquillement, d'implanter ces puces-là sur 100% des produits pour éventuellement que ça devienne transparent dans l'opération? Est-ce que c'est des choses que tu as vues? Est-ce que c'est des choses... Oui, la RFID. Bien, en fait, c'est drôle parce que le Mash Gin, les gens souvent pensent que c'était ça. Ils disent « Ah, bien, c'est comme chez Decathlon, c'est comme chez Zara, Uniqlo. Je mets les produits dans un endroit déterminé, puis c'est la puce qui communique. Dans le cas de ce qu'on a avec Mash Gin, c'est vraiment vision informatique, il n'y a aucune puce, ce qui est intéressant. Ce que les exemples que je viens vous donner dans la RFID, on les a étudiés, on les regarde. C'est vraiment à date, pour l'instant, ce sont vraiment des détaillants qui sont intégrés verticalement, qui font leur propre production, c'est leurs propres produits qui sont à vendre. Donc, ils sont capables, dans la chaîne d'approvisionnement, d'insérer ces puces-là. Pour ta question, Robert, est-ce qu'on a vu des exemples de détaillants qui l'ont fait de façon plus itérative ou qui commencent avec une section? On commence à en voir. Il y a des exemples, par exemple, dans des concessions dans les stades sportifs où il y a des engouements très rapides, puis on va avoir des sections pour le T-shirt ou l'affaire où on sait que c'est les items les plus vendus, puis on peut les accélérer, puis on va mettre les puces RFID parce que l'investissement de temps en vaut la peine, mais de faire tout le magasin, ça peut devenir compliqué. C'est fort, ça. Puis par rapport au vol, ça pourrait... Parce que là, on a arrêté certaines opérations à cause du vol, mais théoriquement, est-ce que ça en vaut la chandelle de peut-être intégrer ça pour justement éliminer le vol? Peut-être que l'argent 1 pour 1, ça pourrait permettre beaucoup d'efficacité. En fait, l'utilisation, j'ai une cliente qui est en train de le faire. Elle a un magasin de sport, elle aussi, puis elle veut commencer. Puis il y a des produits comme Nike, par exemple, il l'intègre. Il y a déjà des puces RFID dans les produits de Nike, pas pour les détaillants, mais pour Nike, pour leur propre gestion de chaîne d'approvisionnement, pour leurs entrepôts, puis ces choses-là, pour faire le contrôle d'inventaire. Puis c'est souvent là que les commerçants trouvent que la force de la RFID, c'est vraiment pour les aider à tenir un inventaire beaucoup plus précis que ce qu'on a connu pour ceux qui sont dans le commerce de détail, de faire des décomptes de façon annuelle ou trimestrielle. Par contre, il pourrait avoir le volet antivol, puis la phase 1, si on veut, de livres, quand il était au centre Eaton, c'était ça. En fait, il y avait eux autres, livres fonctionnaient avec RFID. Puis, par contre, ce que ça voulait dire, c'est que chaque item est unique. Puis, si je paye pour cet item-là, bien, je peux sortir avec sans que ça sonne. Mais ça me demande des fichiers énormes si on est une grande surface. C'est correct, des fichiers énormes, on connaît ça. Mais encore, le bénéfice-coût, le coût-bénéfice est questionnable. Ça fait des décennies que, par exemple, des Walmart de ce monde en parlent, du RFID. Okay. Il y a 20 ans, Walmart en parlait, que ça allait être dans tous les produits. C'est toujours pas fait. Les coûts ont baissé, puis c'est ça vraiment. En fait, le frein de toutes ces technologies-là, c'est la loi de Moore, souvent, qui fait que les coûts, on attend que le pouvoir des processeurs augmente, puis que les coûts chutent. Et puis, une fois, on arrive à un moment où que la technologie va faire plus de sens. Puis, c'est un autre exemple pourquoi on n'est pas dans les absolus. Est-ce qu'on peut être dans des environnements où que certaines choses vont être RFID, certaines autres choses vont être en vision informatique, et on peut avoir des choses juste comme Mash Gin. Ça va être probablement un hybride là, pour encore une bonne secousse. Carl, je profite que tu sois là. J'ai une autre question.
J'ai entendu, j'ai vu, on écrit certains articles, mais on est encore dans les premiers balbutiements, que le code à barre qu'on connaît va être éventuellement 100% remplacé par un code QR. Est-ce que tu as commencé... Est-ce qu'on a commencé à le voir apparaître? Parce que pour certains, ça peut être une surprise, là, mais ça n'existera plus, le code, oui, le code à barre. ça. Je pense que vous avez fait les foires comme NRF, tout ça, puis vous allez au stand où il y a NEC ou les autres fabricants là, des caisses libre-service. De plus en plus, on veut du scan 3D qu'on appelle. Puis parce qu'on s'en va, la compagnie GS1, qui est celle qui a créé le code barre, qui réglemente finalement le code barre et l'utilisation, est déjà très avancée dans ce dossier-là que le code QR amène beaucoup plus de richesse par rapport à ce qu'on appelle les actifs numériques. Donc, tous les fichiers données qu'on va être capable de rattacher à ces nouveaux codes barres-là, les codes QR ou le 3D, vont faire en sorte qu'on va avoir des systèmes virtuellement beaucoup plus riches, qui vont être capables de nous donner beaucoup plus d'informations, qu'on va être capable d'intégrer à plusieurs sauces, pas juste pour le paiement, mais pour l'information produit, l'utilisation dans des jumeaux numériques. Donc, il y a toutes sortes d'applications, puis GS1 sont vraiment déjà très avancés pour créer un peu la nomenclature de c'est quoi les nouveaux fiches produits auxquels on doit être conforme. Puis ça peut aller jusqu'à l'approvisionnement, d'où vient le produit, ces choses-là qu'on voit déjà de plus en plus. Mais merci tout le monde. Je suis autour si vous avez d'autres questions. Bon après-midi, bon midi, bon dîner. Ça a l'air qu'il y a un petit peu de nourriture dehors quelque part. Là, donc,